Alors, au niveau de la Guyane, c'est vrai que si politiquement, on n'a pas une vraie politique linguistique, on ne peut pas parler de politique linguistique, mais plutôt de projets isolés, surtout portés par des associations qui sont quand même très volontaristes et qui croient, qui font valoriser les langues régionales, nombreuses langues régionales chez nous. Il y a aussi l'action aussi du rectorat, qui est quand même une action forte et puis bien identifiée. Alors, si on est parti de quelques classes bilinguistes l'année dernière, on a encore augmenté les classes bilingues cette année. Ça, les nous dit. Mais il savait si c'est Timounia qui a parlé créole l'école ou bien c'est un autre famille qui a parlé créole. Côté les autres à commencé. Vous savez que ça lui veut dire exactement, explique-moi un peu. Alors, est-ce que tout le monde, par exemple, tout le monde a parlé créole, tout le monde a parlé créole. Après, il y a apprendre les mots, il y a apprendre l'orthographe, les familles. il apprend vocal. Non, parce que ce qu'on en général, ouais. On a commencé par les créoles à Noukaz. Donc, on parle le créole chez nous avant de l'apprendre à l'école. Donc, c'est un plus pour l'élève, pour l'enfant, et puis même pour l'enseignant. C'est peut-être là que réside toute la différence avec les langues régionales telles qu'elles sont expliquées ici. C'est-à-dire que 90%, sinon plus, 90% des autochtones chez nous, que ce soit à la Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, parlent le créole à la maison. Et le problème, c'est de savoir si on acceptera que ce créole-là soit enseigné à l'école. D'accord. Donc c'est une force que vous avez. C'est la même chose également à La Réunion? Absolument. Mais disons qu'officiellement maintenant, on peut dire que ça n'est plus de savoir si nous enseignons déjà le créole. Nous avons à La Réunion, par exemple, des classes bilingues où les enfants viennent apprendre le créole. Mais non, moi ce qui m'intéresse, parce qu'en Bretagne, le problème a été la non-transmission du breton. Donc vous avez appris par exemple le créole chez vous? Oui, avec la famille, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde parlait créole à la maison. Donc on apprend, et même dans les cours de maternelle, on se parle créole avant de se parler français. Ouais. Donc tout le monde confirme que finalement cette langue, c'est une langue. Voilà, c'est une langue du vent, des entrailles, c'est une langue maternelle, première langue parlée dans toutes les familles. Et nous avons un linguiste chez nous qui a trouvé une formule que j'apprécie beaucoup, c'est Jean-Pierre Abbé, qu'on connaît tous, et qui dit qu'en fait, on peut contester que ça soit une langue maternelle, puisque l'enfant baigne dans une langue française, ne serait-ce que par les médias, la radio, mais en tout cas, il a dit, c'est la langue matricielle. Et quand on dit matricielle, on sent bien que c'est la matrice, ça vient de la maman. C'est vrai aussi que dans des familles, le créole était interdit. Il y a quelques années de ça. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde parle créole. Il n'y a pas eu de rupture du chaînon, il n'y a pas de chaînon manquant chez vous, si j'ai bien compris. Hein. Peut-être pas dans la culture en général, parce qu'il y a des moments où effectivement certains aspects de notre culture ont été laissés de côté. Mais la langue, non. La langue a toujours été pratiquée et vivante. En tout cas, chez nous, à La Réunion, c'est comme ça. On ne peut pas parler vraiment de rupture, mais on peut quand même parler d'évolution, comme toute langue vit. Autrement dit, on a une langue qui est dans un système globalisé, mondialisé, et il y a forcément des termes qui n'existaient pas dans l'archéologie de notre langue et qui apparaissent a fortiori, parce qu'autrement on serait complètement anachronique. Alors l'utilisation de la langue par les jeunes aussi à l'école, elle est quelquefois différente de ce que les anciens utilisent. Alors il y a des néologismes, ils sont en quelque sorte affectés par les cultures occidentales ou voire même américaines. Alors il y a des expressions nouvelles qui arrivent, mais la langue créole est toujours là, elle est toujours utilisée par tous. Mais il y a un autre aspect qui me frappe, c'est un de vos atouts, c'est également le fait que vous puissiez aller partout avec votre créole. Oui. Mais oui, parce qu'il faut dire que le créole, quel que soit où il est né de la même manière. C'était une langue de combat.
c'était une langue de rencontre, une rencontre de langues occidentales comme le français, le portugais, etc. Et toujours en combat avec la langue des esclaves. Donc elles sont construites de la même manière, il faut qu'on retrouve cette part et certains endroits, des vocabulaires de etc. Alors c'est une langue de communication déjà. Déjà au niveau, à la période de l'esclavage, c'est une langue de communication entre le maître et l'esclave. Et ce qui fait que c'est une langue qui permet, quel que soit l'endroit où on se trouve, de se comprendre d'une certaine manière. Voilà. Qu'on soit à La Réunion, qu'on soit à la Martinique, qu'on soit à la Guadeloupe, qu'on soit à la Guyane et qu'on soit aux Seychelles, on va se comprendre. Qu'on soit en Haïti, on va se comprendre en créole. Oui, mais il faut dire quel créole, parce que la spécificité de la Guyane quand même, elle est spécifique, la Guyane. Sur le même territoire, on a plusieurs créoles. Et nos créoles... Base lexicale différente. Base lexicale différente. Hein, parce qu'en Guyane, nous, notre créole guyanais, nous, qu'on pourrait te dire, c'est un créole que vous comprenez parce qu'il a la base lexicale française. Mais si on prend les autres créoles sur le territoire, comme le Bushinengue, le Stranatongo, le Pamaka, le Samaka, c'est pas sur la même base lexicale. Donc il est un petit peu difficile pour vous à comprendre. Oui, dans la Caraïbe aussi, nous avons des créoles, des îles anglophones, avec une base lexicale anglophone. Et effectivement, on arrive quand même à se comprendre malgré tout. Oui. Et en plus, vous avez une littérature assez riche en créole. Je veux dire, enfin, je parle surtout des écrivains de la Caraïbe, hein, des gens comment ils s'appellent, j'ai oublié les noms. En tout cas, nous, on peut dire quand même, on a eu, pour la Caraïbe, pour les Antillais, mais en fait, on a eu le premier écrit qui a existé en créole, ça a été quand même des années 1700 déjà avec Alfred Parizeau, avec le livre Atipa. Donc ça fait très longtemps déjà qu'on était rentré. Et c'est vrai qu'on était les premiers, les parents peut-être, mais après à un moment donné, on s'est un petit peu laissé dépasser par vous. Mais on était quand même les premiers écrits. Très tôt, on a écrit le créole. Chez nous, c'est pareil. Hein. Dès 18... Alors ce qui est bizarre à La Réunion, c'est que dès 1828, paraît un premier recueil. Ce sont des fables de La Fontaine qui ont été traduites en créole. Mais bizarrement, les textes ont été traduits par un breton. Parce qu'il se trouve qu'il y a un breton qui s'appelle M. Louis Héry, qui est venu habiter à La Réunion donc, au début du 19e siècle et qui a trouvé que la langue lui plaisait beaucoup. Vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, on parle d'une langue chatoyante, agréable à écouter, etc. Et donc, il s'est pris au jeu et il a traduit les fables de La Fontaine. D'accord. Je ne vais pas vous retenir plus. Hein, donc, vous êtes optimiste donc, pour l'avenir de votre... Oui, on ne serait pas là. Sinon, c'est pas là. Ok, je vous souhaite un bon séjour en tout cas.